Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. 2024 se conclut tout doucement, mais on a encore quelques émissions à vous proposer. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, Jules Melon, avec l'ami Joe. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, on prépare Noël tranquillement, mais là, on va pas parler du tout d'un film ambiance Noël. Ah, pas vraiment. On va parler du deuxième long métrage à la réalisation de Noémie Merlan, que vous connaissez aussi en tant qu'actrice, portrait de la jeune fille en feu, entre autres, hein, évidemment. Et elle revient ici avec une deuxième œuvre derrière la caméra, où elle joue dedans en tant qu'actrice aussi, hein. Les femmes au balcon, un film très personnel, nous reviendrons sur ce point, où elle partage l'affiche avec Souheila Yacoub, qu'on a pu voir notamment, c'est son premier rôle hein, dans Climax, ou dans Dune 2 récemment, et Sanda Codreanu, qui est une vraie amie de Noémie Merlan dans la vraie vie. Donc il y a un petit côté méta là. Tandis que leur rôle masculin principal est joué par Lucas Bravo, oui, le fils de Daniel, un de tes joueurs de foot préférés, ou pas du tout. Bah, à On va partir du pas moment où rentrer tu sur le trahis foot. Paris pour Marseille, il y a un problème. Mais on va pas partir là. Voilà. On peut aussi citer la présence de Nadège Bossondiagne, qui a un rôle très important, notamment au début. Une autre femme qui va se libérer autrement. Parce que c'est un film de libération féminine. Ça, nous le disons d'emblée. Une sorte de comédie horrifique qui transcende tous les genres possibles, hein. Parfois c'est drôle, parfois c'est très triste aussi. Et c'est très, ouais, on va le dire, c'est gore, c'est rentre dedans, c'est très libre. Et ces trois femmes au balcon, elles vivent à Marseille, en pleine canicule, mais une grosse canicule, hein, 46 degrés, avec une introduction plan séquence Hitchcockienne sur laquelle nous reviendrons, bien sûr. Nous avons Élise, qui est une actrice qui revient de Paris et elle se réfugie chez ses potes d'ailleurs. Il y a Ruby, qui est une cam girl qui fait ça par envie. Voilà, c'est sa passion aussi. Et Nicole, qui est une aspirante écrivaine et qui est un petit peu plus romantique, on va dire, dans son approche. Et les trois femmes, alors qu'il fait très très chaud, voient en face d'elles, donc un appartement de l'autre côté de la rue, un homme qui a chaud, donc qui se dénude un petit peu. Et elles ont envie d'imaginer des choses peut-être avec ce garçon. Et un jour, cet homme va les inviter chez eux. C'est un problème de voiture. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Il va les inviter chez eux. C'est un photographe, mais c'est un photographe qui va peut-être jouer de son influence masculine et de ses promesses de shoot photo. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais ça va très mal se passer et très mal se terminer. Et après, le film va basculer quelque part vers ouais, une sorte d'horreur slasher thriller particulier où on va suivre trois femmes qui vont tenter de vivre, d'être libres face à ces hommes autour qui sont très toxiques. Et tous les hommes hein, dans le film, hein, disons-le. Hein. À part un peu le gynéco, à un moment, le personnage du gynéco, bon voilà. Et évidemment, c'est un film qui nous intéressait beaucoup, qui arrive en pleine vague MeToo française. Hein. On a entendu parler Judith Godrèche récemment, et en ce moment le procès d'un réalisateur dont on n'a même pas cité le nom, là, qui a beaucoup fait souffrir Adèle Haenel. Adèle Haenel, d'ailleurs, qui est très amie avec Céline Sciamma, qui a co-scénarisé Les femmes au balcon avec Noémie Merlan. Voilà. Peut-être qu'il y a des liens comme ça aussi. Mon cher Joe, déjà, qu'attendais-tu de ce film et quel est ton ressenti personnel? Tu l'as vu, je crois, avec la masterclass de Noémie Merlan derrière. Hein. Oui, je l'avais vu, je suis sorti avec une masterclass. Bah, je m'attendais déjà de le voir. Parce que j'ai eu un accident à Cannes, pile durant la séance des femmes au balcon. Ouais. Qui est un film qui me tentait de pas, évidemment, Noémie Merlan. J'ai pas vu Miyubita, mon amour, mais ça a l'air de ressembler à un Make to My Love que j'aime beaucoup. Un Donc, peu. par définition, ça peut être un cinéma plus basé sur le Sud. Frémo, quand il annonce le film à Cannes, il dit que c'est une comédie marseillaise. Mmh. Oui. C'est pas plus belle la En, vie non plus. Hein. en omettant de dire que c'est un film qui est absolument horrible dans le bon sens du terme. Ouais. J'ai été mais tellement mal durant cette séance. Ah, c'est chaud. Hein. C'est qu'à le dire. Mais mal, mais c'est un mal pour un bien, non? Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y a quelque chose qui se passe dans ce film. Mais il y a quelque chose. Mais rarement été aussi angoissé et eu une telle boule au ventre devant un visionnage. Oui, par Ouais. moments, ça va être très drôle, mais toujours avec une radicalité extrême, une caméra qui ne sait plus jamais où elle habite, métaphore évidemment de la société dans laquelle on vit. Mmh. Cette chaleur des 50 degrés ressentis à Paris, 46,
degrés ressentis à Paris et à Marseille en même temps, et à Lille, toutes ces villes de France qui sont en train de brûler sous le poids de ce patriarcat qui est juste en train d'étouffer ces personnages. Ah bah de toute façon, le parallèle il est là. Hein. C'est que toute cette société capitalisto-patriarcale qui est là depuis des décennies et Elle tout. doit brûler et elle est en train de brûler. Et ça rappelle un débat qu'il y a dans le film. Est-ce que la planète se défend ou est-ce qu'elle nous attaque? Et Ah bah là, justement, on a des femmes qui se défendent et qui attaquent. justement, c'est le principe du film. Ouais. Est-ce qu'on va être dans la défense ou dans l'attaque? Alors c'est ça c'est ça qui est important aussi à signaler. C'est le genre de film hyper radical qui va diviser, ça c'est sûr. C'est pas le genre de métrage aimable, tranquille que vous allez regarder comme ça, Mais posé. c'est pas un film aimable, même moi qui le trouve excellent, c'est pas un film aimable. Mais de toute façon, Noémie Merlan elle-même, dans une interview, l'a dit que c'est un film qui a des défauts. Et c'est volontairement qu'il est comme ça. C'est un film d'une liberté totale. C'est-à-dire que non seulement il y a tous les genres potentiellement mélangés, et on passe de l'un à l'autre, et même en même temps, on a cela. Dans le montage, dans les ruptures de ton, c'est particulier. Il faut rentrer dedans. Et le pire, c'est que le film t'offre une introduction très esthétique et très, comment dirais-je, très posé dans un sens de plan séquence là. C'est un plan séquence, oui, qui va rappeler fenêtre sur cour. Alors, dans le dispositif des décors, de balcon, tout le monde s'observe, etc. Il y a ça, il y a ce côté Almodovar sur lequel on reviendra aussi. Mais le film, presque au début, te fait croire que ça va être très esthétique, tu sais, etc. Et en même temps, comme tu le dis, très vite, on a des ruptures, y compris dans la façon dont les visages sont filmés. Moi, j'ai un souvenir, après ce plan séquence où il se passe beaucoup de choses, hein, c'est qu'on a le visage très en gros plan direct du personnage de Sanda Codreanu, donc l'écrivaine. Et ça, c'est à la limite du flou, tremblant et tout, d'ailleurs d'un personnage qui n'est pas maquillé et tout. C'est intéressant, ça d'ailleurs, ça retourne les codes. Et en même temps, tu as l'arrivée de Noémie Merlan, le personnage, en mode femme fatale Hitchcockienne, perruque blonde Marilyn Monroe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, le film mélange directement l'oppression de la chaleur et de potentiel huis clos de ces appartements et cette possible liberté extérieure, mais une liberté qui va être sous prix d'une souffrance. Quand on voit arriver Élise, donc le personnage de Noémie Merlan, elle court vers chez ses amis, elle fuit quelque chose. Elle fuit le patriarcat peut-être d'un tournage, mais aussi de son mari, qui est hyper toxique. Le personnage du mari, qu'on entend au téléphone au début et qui apparaît à un moment dans le film. Il y a une scène horrible d'ailleurs. Il y a une scène, mais j'étais pas bien. Je pense que toi aussi. Hein. La scène. On est déjà rarement bien devant un viol. Mais ah oui, on est devant un viol. Oui, parce que le film rappelle le temps d'une scène, on y reviendra après, que même dans les scènes conjugales, oui, le viol existe, le consentement doit exister, y compris dans la vie d'un homme et une femme mariés. Et ce film n'oublie pas cela. Parce qu'il y a des gens qui prétendent que une fois marié, il ne peut plus y avoir de viol. C'est faux. C'est absolument faux. Et ça, on y reviendra après, parce que justement, le film brosse toutes les souffrances potentielles de femmes face aux actes masculins. Que ce soit par l'influence des photographes de mode et tout, ou même dans le côté alors sociétal par la canicule, tout ça aussi, et le mari de la voisine aussi, là bon, il y a tout ça au début, et bien sûr, y compris sur le plan conjugal. Donc il y a tout ça. Et c'est vrai que dès le début, le film te mélange beaucoup de choses. Il faut encaisser les premières minutes, tu comprends très vite que le métrage va être très libre. Tu sais, si tu as lu le synopsis, qu'il va y avoir un retournement dramatique. Mais dès le début, on a un meurtre. Premier film, on a un meurtre sur un balcon. Mais quand tu dis que ça commence sur un premier plan sur Sanda, non. L'intelligence du film, c'est de le faire passer sur le balcon de Nadège, qui va tuer. Nadège qui joue Denise, ouais, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, non, de Denise, oui. Pourquoi j'appelle pas ça Nadège? C'est Nadège, c'est l'actrice. Ouais. Mais actrice et personnage se mélangent dans le film, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais il n'y a plus de personnages dans le film. Tous les personnages. C'est vrai que, au début, terriblement dramatique cette scène. Elle est obligée de dormir dehors parce qu'elle s'est fait tabasser par son mari. Et après, elle se venge. Elle se venge, mais elle se venge d'une force où, si j'avais été dans un autre film, ça aurait pu prêter au rire. Je pense à un Orange Sanguine, par exemple. Ouais. Mais en ouverture de film, nous trouble profondément. Puis on passe sur le balcon de cette écrivaine. Oui, on comprend tout de suite que le film va écrire sur son monde.
Oui. Puis on va arriver sur le personnage de Ruby qui est en trouble. Ouais. Et qui est et on comprend que la liberté du film va s'agrandir. Pour arriver ensuite sur Elise qui est, mais pour moi, pas du tout une femme fatale. Pour moi, elle est ridicule dès le début. Ah non, mais elle est en parodie de Femme Fatale qui sort d'un tournage où on sent Elle que sort ça d'un tournage d'un biopic sur Marilyn Monroe et Yves Montand. en Elle arrive téléfilm. en perruque, en robe bouffante, en se cassant la gueule, en explosant la voiture du voisin et en faisant une crise d'aérophagie mélangée à une crise cardiaque. Pour moi, elle est ridicule de A à Z. Et ce personnage va souffrir durant tout le film. Non, mais Noémie Merlan, elle s'est écrit un personnage d'une dureté. On reviendra sur certains détails après avec le mari. Et c'est vrai que dès le début, on nous présente bien les personnages et avec cette caméra qui virevolte comme ça, là, c'est particulier comme entame. Hein. Et puis, comme on parlait du premier meurtre du film, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit pas le visage du mari sur le meurtre. Il filmait sans visage. Hein. C'est-à-dire que cet homme-là, c'est un homme sans visage, ça peut être beaucoup d'hommes. C'est un petit peu le premier message du film. Plus que beaucoup d'hommes. Parce que ça voudrait dire avoir de la peine pour ce mari-là, personnellement j'en ai aucune. Ce serait qu'il ait tué les dos. On tue pas un homme, on tue une icône, une statue. Ouais. Ouais, parce qu'il y a même, je crois qu'il y a... Une idée, on tue la masculinité toxique. Elle n'a pas de visage. Je sais pas s'il n'y a pas un crucifix au mur aussi sur cette scène. J'ai un doute. J'ai un doute maintenant que tu le dis, parce que ça, une autre forme de patriarcat que Conclave déconstruit un petit peu d'ailleurs, un film avec Ralph Fiennes qu'on vous conseille si vous l'avez pas vu. On n'a pas eu le temps d'en parler sur la 7e illusion, mais c'est un film très intéressant jusqu'à son final. Mais pour en revenir, donc voilà, dès l'introduction, le décor est planté, comme tu le dis. Oui, l'écrivaine, c'est elle qui raconte l'histoire du monde et l'histoire du film. Et comme tu me l'as dit en off, hein, Noémie Merlan l'a confirmé aussi. Elle a eu cette idée en fuyant elle-même après un tournage, parce qu'elle a entendu parler de l'affaire MeToo en France, et elle est allée chez ses amis. Mais en tout cas, je sais qu'elle est partie, du coup, elle l'avait dit, partir chez Sanda. Voilà, elle est partie chez Sanda Codéanou. Et elle a commencé à écrire son premier court-métrage sur son balcon. Voilà, donc elle a commencé à écrire pour le cinéma, dans des conditions là où l'écrivaine du film écrit. Donc Nicole, le personnage de Sanda Codéanou, c'est à la fois Sanda Codéanou, oui, en tant qu'amie, chez qui on va se réfugier. Parce qu'on a déjà vu au cinéma. Et c'est Sandra Codéanou qu'on a vu d'ailleurs dans le premier film de Noémie Merlan aussi. Et Noémie Merlan elle-même. C'est-à-dire que, voilà, quand tu disais tout à l'heure, les personnages, tout ça tout se mélange, c'est clairement le cas. Parce que Noémie Merlan, c'est Élise parce qu'elle est actrice, et Noémie Merlan, c'est Nicole parce qu'elle est scénariste. Ouais. Et le film m'a troublé sur un point, c'est que je pensais que Noémie Merlan, c'était également Ruby par rapport à un rôle qu'elle avait eu au cinéma récemment. Et en fait... Oui, les Olympiades. Les Olympiades. Et en fait, c'est Jenny Bess qui joue la camgirl. Oui, c'est le retournement. Et j'ai beaucoup pensé aux Olympiades. Oui. À contrario que Les Femmes au balcon est un bon film. Ah, on sera pas. Enfin, on est d'accord sur le fait que Les Femmes au balcon, vous l'avez compris, on pense. Alors, c'est un film important, nécessaire, qui libère, et donc qui est un très bon film dans ce qu'il veut dire, dans le fond. La forme va avec le fond, mais ça, on y reviendra. Enfin, on y reviendra, on en parle déjà. Et Sohaila Yacoub, son rôle est particulier, c'est la liberté totale, mais c'est elle qui va le plus souffrir. Enfin, tu parlais du personnage de Noémie Merlan qui souffre, mais alors elle, il y a le virage traumatique. Et Sohaila Yacoub, elle a toujours eu des rôles prenants dans sa carrière. Hein. Déjà dans Climax, voilà. Mais on peut rarement être plus pris devant un rôle que dans Climax. Voilà. Bon, on parlera pas de la vie privée de Sohaila Yacoub. Je sais que certaines personnes nous en ont parlé en off, mais voilà, on parle pas de la vie privée de Noémie Merlan non plus, parce que on sait que ça peut porter à polémique, mais là, en même temps, on a des femmes qui souffrent, donc jusqu'à quel point elles souffrent aussi dans leur vie, on laisse ça en suspens, on vous laisse faire des recherches à ce niveau-là, on va pas rentrer dans ce délire-là. Et donc on a 3 femmes qui veulent être libres, mais qui souffrent de la liberté. Et l'idée, c'est que, aussi dès le début, Noémie Merlan, d'emblée, veut déconstruire le male gaze. Et tester le spectateur masculin, hein, parce que très vite, on a des poitrines dénudées et tout. Et le personnage de Ruby, d'ailleurs, le dit. Oui, c'est des poitrines, et alors, avec des gens qui sifflent en face. Et alors, vous en avez jamais vu? C'est intéressant, ça, parce que c'est quand même un des syndromes du patriarcat absolu depuis très longtemps. C'est que quand il fait chaud dans la rue, vous avez des hommes qui se baladent torse nu. Hein. Il n'y a pas de souci, ça. Voilà. Les femmes, elles ne peuvent pas se balader torse nu comme ça à 100% dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est le patriarcat qui l'a décidé.
qui allait avoir plus de pudeur chez les femmes que chez les hommes. Et Noémie Merlan, elle veut faire ça aussi. Elle le dit dans une interview. Elle montre beaucoup de poitrines très vite, beaucoup, etc., pour qu'après, derrière, on oublie, finalement. Ce sont des poitrines, on s'en fout, quoi. Je sais pas si tu as ressenti ça aussi. C'est intéressant de voir aussi comment la société traite les femmes et étouffe les femmes et les empêche d'avoir la même liberté de corps que les hommes, quoi. Mais dès le début, le film déconstruit tout regard, parce que qu'est-ce que c'est le balcon de base? Ouais. Le balcon, c'est une parcelle sur l'extérieur qui est cloisonnée. Ouais. Hitchcock en fait une partie de mystère. Merlan, elle veut le tripasser, le passer au-dessus. Et elle flirte avec une sorte de vulgarité qui est voulue. Et une vulgarité tellement forte qu'elle en est juste libre et honnête. Et ça va être ce personnage-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, regardez ailleurs. Mais moi, je trouve pas que c'est vulgaire, justement. C'est ça qui est la force du film. C'est que on pourrait rapprocher donc ceci à une approche à la Almodovar qui, sur certains points, pour beaucoup de gens, a fait des films entre guillemets vulgaires. Mais c'est faux. C'est des films libres qui montrent aussi d'autres choses, qui montrent des femmes qui veulent se libérer aussi, dans beaucoup de films d'Almodovar. Et parfois qui se libèrent aussi d'hommes toxiques, hein, avec des meurtres. Hein. On peut penser à Volver, par exemple. Mais d'ailleurs, dans beaucoup de couleurs, il y a des couleurs à la Almodovar dans ce film. Je pense que c'est une des influences. De toute façon, c'est une des influences. Défini comme un Tarantino mélangé à Almodovar, le tout filmé comme un film d'horreur asiatique. C'est ça, et puis tu as un petit peu le côté déjanté, un peu fou, horrifico-fantastique à la Alex de la Iglesia aussi, entre un réalisateur espagnol dont on parle peu. Mais lui, dans son traitement des femmes, c'est peut-être pas pareil. on va pas dire plus. Mais je crois qu'il a eu quelques petits soucis aussi dans sa vie avec des femmes. Mais bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, là, ça peut être la limite du film aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Mais est-ce que, selon toi, Noémie Merlan arrive à avoir sa patte personnelle et faire de ce film quelque chose d'unique, quoi? Elle en a évidemment une, parce que à partir du moment où tu brides des genres très codifiés masculins, que tu arrives à les ressortir, à les parodier et à te créer un pur univers, t'as quelque chose. De là à dire que c'est une autrice, je sais pas, j'ai pas vu son précédent film. Et je verrai sûrement les suivants. Mais pour l'instant, elle parle d'elle. Sur ce film-là, elle a réussi à créer son code et à créer son monde. Parce que bon, elle parle un peu d'elle ici, mais son premier film, c'était quasi autobiographique, hein, sur la rencontre avec son compagnon, donc en Roumanie. Mais donc, à la rigueur, là, elle sort un peu d'elle-même, même si c'est toujours sur elle qu'elle écrit un peu, puisqu'il y a une base, mais là, elle parle des femmes au sens large. Il y a une ouverture. Je pense que de toute façon, son prochain film sera aussi féministe. Hein. Je ne pense pas que Noémie Merlan en sorte. Si elle aura toujours des choses à dire dessus, et je pense que vu l'évolution, on va dire, du paysage cinématographique français, en tout cas avec les voix qui se libèrent, il n'y a pas de raison que ce soit plus du tout d'actualité, que ce ne soit plus nécessaire. Ce sera toujours nécessaire de toute façon. Et alors, tiens, pour revenir à l'intro, allez, un petit moment polémique, parce que tu vas te faire des amis. Au début, on pense à Fenêtre sur cour d'Hitchcock, on est d'accord. Mais selon toi, Les femmes au balcon pourraient être meilleures encore que Fenêtre sur cour? Oui, pourquoi pas. Après, c'est très différent sur la suite, quand même. Voilà. C'est très différent sur la suite, mais pour moi, Fenêtre sur cour, c'est un film à partir du moment auquel j'ai du mal, à partir du moment où tu décides de te cloisonner dans l'appartement et tu utilises la fenêtre comme un gimmick, alors que dans les Merlan utilise le balcon comme une dissertation sur le cinéma. Oui. Puis Hitchcock, c'est un peu male gaze, hein, quand même. Hein, mais c'est pas un problème que j'ai avec lui. Honnêtement, un de mes films préférés de tous les temps était pas Hitchcock. Oui. Mais à partir du moment où, pour Fenêtre sur cour, qui est une leçon de cinéma, un grand film, tout ce que vous voulez, utilise la cour et la fenêtre uniquement comme un gimmick de mise en scène pour mettre en abîme le cinéma, Merlan utilise le balcon pour déconstruire le cinéma et l'analyser. Bah, elle va surtout vers la société. C'est qu'elle utilise son cinéma pour parler du monde. Hein. Parce que justement, elle passe travers. Et cette caméra, elle l'accompagne parfaitement. C'est une caméra qui virevolte, qui est jamais stable. Ah oui. Et très qui proche du personnage. Très proche. Déréaliser le monde pour le reconstruire à la façon de Merlan. De toute façon, elle pose là une dystopie, mais une dystopie qui est un petit peu notre monde aussi. C'est une dystopie de par son côté futuriste et catastrophique. Ouais. Mais c'est surtout un film d'une ivre honnêteté. Ouais. Ah oui.
Alors ça, pour le coup, voilà, on peut pas plus faire sincère que ça, donc plus libre et radical aussi, avec les défauts qui peuvent aller avec. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu du mal et bon, énormément, ça peut se comprendre, et pas forcément pour des mauvaises raisons. Il y a des gens qui, qui, qui- qui sont potentiellement féministes, mais qui ont eu du mal avec le film, parce que il y a toujours ce discours en mode parfois trop en faire, ça peut desservir le message et tout, mais là je trouve que non, au contraire. C'est que à force d'avoir de la rage contenue et d'attendre que la parole se libère vraiment et que les choses changent, ça met du temps à changer. C'est compliqué. Autant faire un film comme ça qui casse les choses. Parce que, oui, Judith Non. Godrèche, oui, Adèle Haenel et tout, et d'autres. Mais ça ne suffit pas. Donc, un film comme ça crie la colère, hein. Ben, ça sert à rien de parler, faut choquer. L'art, c'est fait pour choquer. Ah oui, 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 c'est ça. C'est une sorte d'œuvre quasi Si tu veux faire expérimentale. un film radical et que tout le monde l'aime et tout le monde t'applaudit, désolé, t'as fait un film académique. Ah bah de toute façon, oui. Mais je pense que Noémie Merlan, elle a pris pour postulat avec Céline Sciamma, on va faire un film qui va déranger, que peu de gens vont aimer au final, mais c'est pas grave. C'est important de le faire, c'est maintenant ou jamais peut-être. Donc voilà. Et donc oui, bon, on va faire. Il n'y a pas vraiment de spoiler dans le film, vous l'avez compris, mais on va quand même rentrer dans les détails du film quand même. Là, si vous voulez garder une sorte de mystère sur le basculement horrifique, on rentre dans la zone spoiler. Donc, sans surprise, le personnage du photographe, là, qui a l'air d'être l'amant parfait, tout ça, beau gosse, qui est photographe, il va s'enfermer avec l'une des trois filles, après une soirée alcoolique, hein, Ruby, pour lui promettre le shooting de ses rêves. Et Ruby va revenir de là, traumatisée à mort, c'est le cas de le dire, parce qu'elle a été violée, elle a été abusée. Et pour répondre à cela, elle a tué. Alors, est-ce qu'elle l'a tué volontairement ou c'est en se défendant qu'elle l'a poussé, qui s'est On ne le empalé? saura jamais et tant mieux. Et voilà. Mais en tout cas, elle l'a tué. Elle regrettera jamais qu'elle l'a tué, d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Le film, il joue pas avec des faux sentiments, là. Il est mort, il est mort. Voilà. Et donc, derrière, les trois filles vont devoir se débarrasser du corps, nettoyer l'appartement. C'est là où on a des scènes à la fois gore et drôles, notamment avec le pénis. Je sais que notre ami Cinéma Dugo a eu un peu de mal avec ça. Mais bon, les masculinisations, enfin bon, il est masculé, même post-mortem, c'est amusant ça. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans le too much de l'humour? Parce que là, pour le coup, c'est drôle en fait. Mais Mais il est-ce que c'est était censé être émasculé drôle? vivant. Est-ce que c'est censé être drôle en fait? C'est Il ça, a la été question. émasculé vivant. Bah, au moment de mourir, en étant empalé, oui, il a dû sentir le truc passer de toute façon, c'est sûr. Voilà. Parce que si tu suis bien, il est en deux parties. Oui, oui, oui. Donc, tu crois qu'il y a eu avant que? Il y a eu... Bah, pour moi, ça peut arriver durant l'agression où elle lui est arrachée. C'est possible, c'est possible. Mais bon, en tout cas, après, ça donne cette scène un peu gaguesque où t'as le personnage de Nicole, l'écrivaine, qui est un peu la plus timorée des trois. Enfin, elle va récupérer le pénis parce que là, c'est terrible. Hein, et là, ça montre aussi que malheureusement, à cause du système, les femmes parfois ont des regrets ou se sentent coupables alors qu'elles sont les victimes. Elle était amoureuse de lui. Et là, elle essaye de lui, de façon directe, elle essaye presque de comprendre pourquoi il a fait ça en Elle prenant le lui... pénis. Et après, qu'est-ce qui va se passer avec Nicole? Allez, je te laisse le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on rentre dans le fantastique après. C'est les On autres, hein. rentre dans le fantastique parce qu'elle commence à voir les morts. Voilà, c'est sixième sens. Elle va commencer à voir les morts et à s'enfermer dans le cercueil du gars. Alors, attention, elle voit les morts. Elle ne voit que les fantômes des hommes qui ont Que les violé, fantômes des hommes agresseurs. voilà, qui ont abusé agresseurs, qui restent là parce qu'ils sont dans le purgatoire tant qu'ils n'ont pas expié leur peine. C'est ça, hein, grosso modo. Cette horde d'hommes, à un moment, là, comme des zombies, qui disent mais on n'a rien fait et tout. Ta, ta, ta. Il y a même un policier dans le dos. Très amusant, ça. Mais Voilà. en même temps, tu peux rarement faire plus agresseur qu'un policier. Il est là, le policier. Oui, mais les femmes, elles n'ont jamais été gentilles avec moi. Avec un accent du Sud, là. Oh là Mais là. je retiendrai cette phrase. Elles se sont moquées de moi à l'école. Ah, c'est l'incel, quoi. C'est le flic incel. Mais Non, mais. c'est à fond, mais quel plaisir de voir Merlan taper sur Londres. Ah, puis bien évidemment, parmi les morts, il y a le mari assassiné par la Oui. voisine au début, bien Et sûr. puis il y a un génie comique. La Ouais. manière dont elle détourne l'horreur asiatique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une histoire de fantôme un peu chinois ou japonais, là, hein, dans ce style-là. Mais c'est là où on bascule par moments dans des scènes totalement inattendues. Personne. Moi, j'avais pas lu ça enfin, j'avais pas lu le synopsis en profondeur. Je savais pas qu'on allait voir les morts comme ça. Donc, c'est vrai que dans le design des cadavres,
par exemple, le personnage de Lucas Bravo, donc le photographe violeur, il blanchit de plus en plus. Mais il fait des apparitions presque humoristiques en tant que cadavre fantôme. Il arrive toujours au mauvais moment et tout, etc. Et à côté, Nicole continue à subir, on peut parler d'elle, elle subit en tant qu'écrivaine aspirante le patriarcat d'un prof qui lui dit comment il faut faire, qu'elle n'ose pas assez. Des scènes un peu tristes sur Zoom ou StreamYard, probablement sur StreamYard. Non, C'est sur triste. Zoom. Ouais, sur Zoom, mais bon, peu importe. Je trouve ça triste Et qu'on lui oui, dise. et par définition, là-dessus, c'est là où je vais un peu recouper. Pour moi, c'est peut-être le moins. La micro-agression, évidemment, qui est horrible, mais la moins patriarcale, parce que chaque personne qui a voulu faire du cinéma, qui a écrit et qui a parlé avec un prod, a vécu ça. Oui, mais c'est souvent des prods masculins. Oui, mais c'est pas forcément toujours sur les femmes que ça arrive. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est juste, pour moi, c'est la violence la moins patriarcale, c'est plutôt une violence archaïque. Bah, c'est une violence de. Ouais, c'est ça. En plus dans le capitalisme de Oui, la c'est production. une violence capitaliste si tu veux, mais c'est une violence qui, quoi qu'il arrive, va être perpétuée parce qu'on n'aime pas voir le cinéma, on n'aime pas voir l'art muter. Oui, et puis on n'aime pas trop la liberté. Certains producteurs n'aiment pas trop l'art trop libre. Tu Oui. vois. Donc là, le film, pour le coup, j'imagine que au niveau de la production, Noémie Merlan, alors, je sais pas qui a vraiment produit le film. Enfin, il y a France 2 Cinéma, Nord-Ouest Film, et Céline Sciamma aussi a mis, je crois, des Et billes dedans. Elle a dû se prendre un bâche de beaucoup de producteurs avec un je tel. suis d'accord avec toi. Voilà, ça, c'est sûr. Parce que quand tu t'appelles Noé Merlin et que tu as coécrit avec quelqu'un qui s'appelle Céline Sciamma, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Oui, bah oui, ça a dû leur coûter cher dans leur denier personnel, tu vois ce que je veux dire. Et elles le savent d'avance qu'elles vont pas forcément faire de la rentabilité avec ce film. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Enfin, on espère qu'il va marcher quand même, clairement. Mais sinon, pour le personnage de Noémie Merlan, c'est vrai que tout à l'heure tu disais que c'est celle qui subit le plus. En soi, sur la continuité, c'est elle qui. Enfin, après Ruby, elle est dans le traumatisme. Ruby dans le traumatisme et Ruby a une résilience. Mais d'ailleurs, c'est terrible parce qu'à un moment, il y a une scène où elle va se confier à ses amis et on la voit à travers la caméra de son rôle de camgirl où il n'y a personne dans son salon, comme si les gens s'étaient désintéressés d'elle une fois qu'elle Mais a les gens, non. Son salon de camgirl est potentiellement, on va dire, un des micro-défauts du film, mais je doute qu'une personne puisse stagner à 539 abonnés durant toute sa carrière. Oui, bon, ça, oui, ils ont fait. Oui, c'est possible. Mais à un moment, comme elle montrait plus son visage, qu'elle faisait plus de trucs et tout après son viol, tu as l'impression que qu'on la voit encore filmée Oui, par sa caméra, il n'y a plus personne sur le salon parce que tout le monde s'en fout. mais En il n'y a fait. plus personne parce que les gens demandaient ce qu'elle refasse des choses et ils étaient maintenant laissez-la tranquille, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et Et après, ben, on voit la révélation qu'elle fait à ses amis à travers cette caméra. C'est intéressant, ça mais aussi. elle vit tout le temps à travers la caméra et ici la caméra, ben, c'est la caméra Merlan. Oui. Bah, c'est comme la caméra zoom des Ou la des caméra zoom du cours, c'est vraiment un écoles. pur outil de mise en scène qui te montre que ben, on parle de cinéma, donc il y a des caméras partout. Et puis après, l'arrivée du mari du personnage de Noémie Merlan. Alors Oui, lui, il mais l'appelle tout le temps. Là. et Ouf, après Ruby a une rédemption, ouais. mais Noémie Merlan elle en a jamais. Alors, bah, d'une certaine manière, il y Elle a va tout souffrir tout le ça. film par les appels, elle souffre tout le film mentalement. Par la scène de l'hôtel, elle va souffrir physiquement Ouais. et psychologiquement. Et au final, elle a rien pour l'aider. Mais il faut en parler de ce personnage. Alors, c'est Paul, hein, Paul Et d'amour. Hein. ça va apparaître sur un spoiler à la fin. Mais vraiment. De toute façon, on est en zone spoiler, hein, Oui. techniquement, voilà. Mais Paul, le Paul d'amour, là, avec cette terrible sonnerie, c'est horrible. Sonnerie, à chaque fois, Paul d'amour, genre, bon, on sent elle est sous l'influence même de ce mec par la sonnerie. Et pendant plusieurs fois dans le film, j'ai dit, mais putain, mais mets-le en silencieux et coupe-le ton téléphone. Je sais pas si tu as eu cette réflexion à un moment. J'ai dit, mais merde! Elle ose pas. Elle ose même pas couper. Et après, bah, il débarque à Marseille. Alors, comme le chevalier servant, tu sais, soi-disant, hein, c'est le faux chevalier blanc. Alors, il vient la voir et tout, parce que. Il vient En la fait, sauver, mais sa pauvre amie en dépression. c'est ça, il veut la posséder. C'est ça. Il la possède et on se rend compte qu'en fait, s'il veut la voir, c'est juste qu'il est en manque d'elle. Et à un moment, oui, à Mais il l'hôtel. le dit, tranquillement dès le premier appel, il le dit. Il veut juste baiser. Voilà, c'est ça. Et C'est donc, juste si elle une ne pas apparaître pour qu'on baise, bah, moi je vais à Marseille. Et puis, tu as cette scène en plan séquence dans l'hôtel, qui a dû être très difficile à tourner pour les acteurs, d'ailleurs.
c'est violent. C'est une scène d'une violence absolue. La scène en tant que telle n'est pas ultra crue sur le plan érotique, mais la façon dont... Bah, j'espère que tu vas pas trouver un viol érotique. Non, mais justement, non, mais je parle dans le côté dénudé et tout. C'est soft, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, dans le processus il la culpabilise derrière et après elle se sent presque obligée, malgré elle, de le laisser faire. C'est une horreur cette scène. C'est une horreur. Et, la façon dont il la culpabilise, oui, c'est un viol. C'est un viol. Mais elle a fait ce film aussi pour montrer le viol conjugal qu'elle a déjà vécu. D'accord, bah oui, donc on sent que cette scène, elle a une pesanteur et elle a dû être storyboardée, préparée à fond dans ce sens, quoi. C'est vrai que là, on peut tirer un coup de chapeau à Noémie Merlan, bien sûr, mais aussi à Christophe Montenez qui joue la scène, parce que c'est pas évident de jouer une scène qui a une grande dureté comme ça. C'est pas... Et on sent que ça a été fait avec le respect d'une actrice et d'un acteur. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sens quand même derrière que... Par contre, plan séquence fixe comme ça, évidemment, le dispositif cinématographique est entre guillemets, façon de parler, parfait pour montrer un tel moment. D'ailleurs, c'est après où tu dis que tu aurais aimé en fait que Noémie Merlan peut-être bute aussi son mari, je sais pas. Ça aurait servi à rien. En fait, elle fait pire parce que bon, elle apprend qu'elle est enceinte de lui, elle va avorter et elle lui dit dans la rue, alors qu'il était même pas au courant, elle l'explose encore. C'est pire que le tuer finalement, non? Je sais pas. Dans un sens. Mais il meurt à la fin, donc c'est bon. Et il meurt à la fin. Il se noie. Ah oui, c'est vrai qu'il tombe à l'eau, on le revoit jamais. D'ailleurs, scène étrange avec ce jeune avec son téléphone. Ah non, mais au contraire, c'est une des scènes un des meilleurs dialogues du film. Oui, mais c'est une scène où je pensais qu'il allait la défendre, le jeune il allait défendre. Au contraire, c'est un film qui te montre qu'aujourd'hui les jeunes sont féministes parce que c'est à la mode sur les réseaux, mais une fois qu'on leur parle, ils n'ont absolument aucune idée de ce que c'est. Ouais. Ils voient vite fait qu'il insiste, et une fois qu'il apprend que c'est son mari, ah excusez-moi monsieur, allez-y, allez la rejoindre. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ah, ils n'ont qu'une vision du fait que si t'es son mari, vas-y, tu la possèdes, quoi. Je suis féministe jusqu'au point où la société, entre guillemets, le permet. Défendre une femme qui a un code hyper misogyne. Défendre une femme quand elle est acculée. Mais une fois que c'est son mari, non, c'est bon, vous pouvez. C'est ça qui est compliqué d'ailleurs. Et puis bon, à la fin, il se passe ce qui se passe. On rentre dans une sorte, elle le dit Noémie Merlan, d'une sorte d'idée fantastique où, pour des raisons qu'on ignore, beaucoup de femmes tuent leur mari. Donc on pourrait imaginer à la fin que c'est un monde sans hommes, en fait, la toute fin. Où tous les hommes auraient été tués par les femmes qui auraient été agressées par les hommes. Enfin, j'extrapole, j'exagère, mais le film exagère aussi l'allégorie. À la fin, on voit des femmes qui, maintenant qu'elles sont libres, peuvent se balader comme elles veulent dans la rue. Voilà. Avec des danses dénudées, des femmes topless, des femmes qui décident de ne pas être topless aussi. Chacune décide de faire ce qu'elle veut. Comment tu as ressenti cette fin? Alors qui peut-être, c'est pas un défaut du film pour moi, mais elle arrive peut-être brutalement, je trouve. Enfin, elle arrive brutalement, mais qu'est-ce qui n'arrive pas brutalement dans le film? Oui, c'est vrai. Mais c'est une fin d'une extrême liberté. Ouais. On va enfin retirer le voile qui pèse sur la société, et malheureusement, la société même du film est encore plus patriarcale, parce que ces images ont été censurées sur les réseaux. Ah bah tiens donc. De toute façon, les réseaux, il n'y a pas plus. Alors c'est terrible. Patriarcal ou dans le sens, il ne faut pas choquer, il ne faut pas montrer de nudité. Là aussi. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas si elles sont dans le communiqué presse, ces images-là, de la fin. Mais en tout cas, je sais que Merlan s'est fait censurer la photo sur Instagram et du coup, elle a mis des croix noires. Oui, bah, évidemment. Mais bon, ça, c'est un autre domaine. C'est un débat qui est sans fin, ça. Protéger les plus jeunes de vision, de corps dénudés, etc. Ok. Mais bon, on voit maintenant des adultes qui sont choqués par la moindre. Enfin, on a vu ces débats sur Twitter, notamment, comme quoi les scènes de sexe dans les films seraient inutiles. Voilà. Sans chercher à comprendre si chaque scène dans chaque film ne peut pas avoir, on va dire, une importance
ait un rôle dans la narration. Parce que partir d'un principe global que les scènes de sexe dans le cinéma ne servent à rien, c'est nier l'art, en fait, aussi. C'est que toute scène peut servir selon ce qu'elle raconte. Même une scène de meurtre. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la violence choque moins que le sexe. C'est quelque chose qui vient des États-Unis, ça d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Après, voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre pour conclure? Comment ce film va s'inscrire dans le temps? C'est ça la question. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est difficile à dire. Hein. Ce film, il est là. Est-ce qu'à ton avis, À mon est-ce qu'à ton avis, avis, ça va être... il va marquer un tournant un peu dans le cinéma français, ce film? C'est pas qu'il va en marquer un, c'est qu'il trouvera son public plus tard. Ouais. Je pense honnêtement que les deux seuls films qui peuvent devenir cultes cette année sont tous les deux réalisés par les femmes. The Substance? Oui. Ouais, mais qu'il est déjà. Hein. Que The Substance, il est déjà culte. Hein. Malheureusement, non. Bah, en tout cas, il est très discuté de partout. Il va être discuté de partout, il va être rediscuté de partout. Mais actuellement, quand il sort, il lance une bombe sur les réseaux. Oui, mais oui. quid du temps? Drunk a eu un challenge TikTok à la con. Ouais, c'est pas pour autant que il va se passer quelque chose sur ce film-là que les gens ont déjà commencé à oublier. Moi, là, réellement, Les femmes au balcon et The Substance peuvent marquer un nouveau regard féminin sur le cinéma. Ah, mais après, j'ai les réals affirment maintenant que oui, on peut faire du entre guillemets female gaze tout en envoyant valser les codes de la moralité et les codes de la bienséance. J'inclus pas Juliette Ducournau dedans parce que faute de qualité, mais voilà. Ouais, mais Juliette Ducournau, c'est autre chose. Elle traite pas trop du female gaze. Mais contrairement à un cinéma plus horrifique féminin de Ducournau, Ducournau n'assume jamais qu'elle fait des films de genre et reste sur des drames féministes. Ouais, enfin, ça dépend. Sur les drames féministes bourgeois qu'elle essaie de vendre comme des films d'horreur libérateurs alors que absolument pas. Ça sera intéressant de voir ce qu'elle fera après, Juliette Ducournau, de toute façon. Elle a un prochain film sur le sida qui va sortir l'an prochain. D'accord. Ouais, elle change un peu de film d'horreur, évidemment, mais métaphore du sida sur une mutation, sur une maladie. Ouais, ça va être une sorte de Cronenberg encore, du coup. Le jour où elle arrête de pomper Cronenberg, on sera dans un grand jour. Mais bon, pour les femmes au balcon, autant dire que là, j'ai un peu peur que pour l'instant, peu de gens en parlent. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Ou si vous êtes là, vous l'avez vu. Et si vous l'avez vu, parlez-en. Même si vous avez détesté, à la rigueur, ça lance des débats. On vous attend en commentaire parce que il y a des chances que des personnes qui nous écoutent disent qu'on soit à côté de la plaque. On est prêt à vous entendre. Hein. On est prêt à vous entendre. Restez courtois quand même. Ce genre de film divise, donc forcément, lance des débats houleux potentiellement. Mais bon, on vous répondra bien évidemment si vous donnez vos arguments de façon posée et respectueuse. C'est très important. Respectueux aussi ces arguments du travail derrière, parce que le travail des actrices et d'une équipe technique quasiment que féminine. Hein. On en a parlé, parce qu'à part le monteur Julien Hacheret, qui a beaucoup bossé avec des femmes d'ailleurs, même la compositrice, donc Huel Lamort, ou la chef-op Evgenia Alexandrova, pour la majeure partie, sont des femmes hein, dans les rôles clés. C'est probablement pas un hasard. Donc, si vous avez compris, si vous n'aimez pas les femmes balcon, vous n'aimez pas les femmes. Non, on va pas faire ce raccourci-là. Justement, ce film fait que des gens qui sont féministes, je pense, vont le rejeter, mais tous vos avis nous intéressent. Que vous soyez féministe ou non, que vous ayez aimé le film ou pas, n'hésitez pas, parce que ce genre d'art radical, frontal et total, qui prend des libertés absolues, il faut quand même en discuter, parce que c'est un curseur de notre société, ce film. Quoi qu'on en dise. Et si vous avez ultra détesté, expliquez-le, c'est important. Voilà. Mais bon. En tout cas, j'étais content d'en parler avec toi. Moi aussi. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, n'hésitez pas à suivre nos émissions à venir et celles passées. C'est un peu les émissions du Noël présent, passé et futur. Promis, on va pas faire de rétro sur Scrooge hein, cette année. Ça va finir par arriver un jour. Ça. Mais voilà, merci de votre fidélité à nos émissions sur YouTube, à nos aussi les podcasts qui sont sur Spotify, qui sont rediffusés là-bas, hein, et les articles sur le site. Récemment, tu as couvert le PIF. Oui, et il y a 2 articles sur le PIF déjà disponibles. Il y a ma critique de Hick et la critique de Skull Kid sur Blastar. Voilà. Et il y a eu du très bon aussi au PIF. Hein. Il y a eu très bon, des très bonnes critiques vont arriver. Oui. Et l'interview de François Descraques devrait arriver pour Noël.
C'est ça, dont, oui, François Descraques qui sort un film sur Canal+ le jour de Noël. Voilà. Une raclette de Noël, apparemment. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, les aventures sur la 7e illusion ne font que commencer. Et n'oubliez pas aussi de voter. Là, il faut aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on l'a mis. Je sais pas si on l'a mis sur, oui, on l'a mis sur Instagram. On l'a mis sur Instagram aussi. Votez pour votre top flop film 2024. Top 3, flop 3 des films sortis en France cette année. Attention, hein, important. Que ce soit en plateforme, en VOD ou au cinéma. On vous attend pour faire le bilan de l'année. Nous, on prépare le nôtre aussi de l'autre côté. C'est pas facile. Hein. Oui, il va pas être facile le classement de cette année. Ouh là 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 là. Mais bon. Film, cinéma très riche en 2024. Ça, on le dira. Merci, mon cher Joe. Et on vous dit à très bientôt, à la prochaine. Tchuss, ciao, ciao.